Aujourd'hui, nous sommes avec Adel Mohamedi, chargé d'études stratégiques dans le cabinet de conseil AESMA et l'auteur de thèse sur la politique arabe de la Russie post-soviétique. Et nous parlons aujourd'hui de Poutine et d'Erdogan qui se sont rencontrés le 5 mars à Moscou pour essayer de limiter l'escalade militaire en Syrie, dans la région d'Idlib, dans laquelle les deux parties se sont engagées. Alors Adel, la première question que je vous pose, quels sont les résultats de cette rencontre et est-ce que les deux parties ont pu obtenir ce qu'ils sont venus chercher? Alors effectivement, on peut dire que a priori les deux parties ont obtenu ce qu'elles voulaient. On a bien vu que le rapport de force dans ce conflit était évidemment favorable à la Russie. C'est quand même le président Erdogan qui s'est déplacé à Moscou, même si on sait qu'il s'est déplacé à Moscou parce qu'officiellement le président Poutine est occupé par les questions constitutionnelles en Russie, mais on sait aussi que c'est lui qui était demandeur. Hein. C'est quand même la Turquie et ses alliés locaux qui ont subi cette offensive loyaliste, qui ont subi des pertes. Donc évidemment, ils étaient demandeurs. Il faut savoir que la Turquie a perdu quelques dizaines d'hommes dans cette offensive loyaliste et qu'à un moment donné, c'était pour la Turquie une manière d'arrêter cela, mais de l'arrêter, cette offensive loyaliste, ponctuellement, parce qu'on sait très bien, évidemment, que c'est une offensive qui se fait par à-coups depuis le début et qu'on ne peut pas arrêter définitivement. Sachant aussi que la Turquie avait essayé, pour faire pression sur la Russie et sur Damas, de compter sur ses alliés européens, sur l'OTAN, etc. Mais finalement, ça aboutit à un dialogue bilatéral, comme on le voit depuis... Parce que Poutine, justement, il a refusé de oui, absolument. à un dialogue 4. Tout à fait. Pourquoi d'ailleurs? C'est intéressant parce que quand il y a eu ce fameux dialogue à 4 en octobre 2018, les Russes étaient d'accord, parce que ça leur permettait aussi d'essayer de convaincre Paris et Berlin, parce que c'est ça le dialogue à 4, hein, c'est Paris-Berlin, Ankara, Moscou. En 2018, pour la Russie, c'était une manière de convaincre les Européens de soutenir Astana. Sauf qu'aujourd'hui, les Russes ont compris que ce n'était pas le but. Ils ont compris que si on avait une réunion comme celle-ci, on aurait Moscou face à trois alliés. Fussent-ils des faux alliés, c'est-à-dire des alliés formels seulement, parce qu'on sait très bien que les relations avec la Turquie sont problématiques. Donc la Russie n'avait aucune envie, en pleine offensive loyaliste, qui a permis d'obtenir quelques avancées concrètes. Hein. L'armée syrienne et la police militaire russe ont atteint la ville de Sarajevo, qui est une ville importante, qui fait la jonction entre les deux principaux axes autoroutiers de la région. Donc, les Russes ne voulaient pas se retrouver face à trois adversaires du pouvoir syrien. Pour la Russie, c'était la pire des configurations. Donc ça s'est fait finalement dans un cadre bilatéral, comme on le voit à l'œuvre depuis quelques années. Et ce cadre bilatéral a permis à la Russie de sécuriser cette avancée loyaliste en se disant on va la poursuivre plus tard, et à la Turquie de se conserver, au moins pour l'instant, une zone tampon qui évite un afflux de réfugiés, des réfugiés qui montent vers la frontière turque, sachant que la Turquie subit déjà 4 millions de réfugiés syriens, ce qui est difficilement tenable. Adel, est-ce que le cessez-le-feu peut durer ou est-ce que c'est un accord très fragile et l'escalade militaire peut repartir en tout moment? Je pense que l'offensive loyaliste, telle qu'elle est pensée par la Russie et par Damas, c'est une offensive par à-coups. Comme je le disais, c'est une offensive par à-coups, c'est-à-dire une offensive étalée dans le temps. Ça permet deux choses, ça permet d'éviter une crise humanitaire trop visible d'un seul coup, et ça permet aussi de prendre en compte les lignes rouges tracées par la Turquie. Donc à chaque fois qu'on avance et qu'on identifie les lignes rouges turques, on arrête, on négocie, éventuellement on négocie en évoquant d'autres points, et ensuite, quelques mois plus tard, on reprend. Alors pourquoi c'est une offensive qui est amenée à se poursuivre? Parce que l'objectif final de la Russie et de la Syrie, c'est de finir, de conclure, d'achever cette reconquête loyaliste, parce qu'il n'est pas pensable ou acceptable du point de vue de la Russie, en tout cas, surtout après sa victoire finalement militaire en Syrie, que cette victoire ne se
transforme pas en victoire politique, et pour qu'il y ait victoire politique, il faut quand même qu'il y ait un territoire syrien repris par le camp loyaliste. C'est comme ça que les Russes voient les choses. Et j'ai envie de dire que c'est d'autant plus le cas qu'à Idlib, on parle d'une organisation universellement considérée comme terroriste. On parle du groupe Hayat Tahrir al-Sham qui contrôle, qui a dominé les rebelles pro-turcs finalement, et c'est à eux qu'on fait la guerre. Donc pour la Russie, tous les États de la région, y compris la Turquie, sont censés combattre cette organisation terroriste qui est considérée comme telle, encore une fois, non pas seulement par la Russie, hein, comme on disait de certains groupes, mais par les Nations Unies, parce qu'on parle de groupes initialement au moins affiliés à Al-Qaïda. Donc c'est une offensive qui va se poursuivre et qui va se poursuivre probablement dans quelques mois. On a affaire au nord de la Syrie à des transactions russo-turques depuis le début. Ces transactions concernent le nord-ouest et le nord-est. Quand il y a offensive quelque part, il y a contrepartie ailleurs. Donc ce qui est certain en tout cas, c'est que les deux pays ont besoin en Syrie, et pas seulement, l'un de l'autre. C'est-à-dire que les Turcs ont compris que s'ils voulaient vraiment éviter un afflux de réfugiés, c'est-à-dire bloquer quand il le faut le pouvoir syrien qui veut avancer, c'est sur la Russie qu'elle peut compter, pas sur Berlin, pas sur Paris, pas sur Washington. Et si la Turquie veut éloigner, entre guillemets, le problème kurde, c'est sur Moscou qu'elle peut compter, c'est pas sur Paris, c'est pas sur Berlin, c'est pas sur Washington, sachant en plus que Moscou et les combattants kurdes sont en dialogue. En face, la Russie sait très bien que si on ne prend pas en compte au minimum certaines lignes rouges tracées par Ankara, la Turquie peut toujours faire preuve ou toujours manifester son pouvoir de nuisance, et notamment quand il s'agit par exemple d'une certaine complaisance avec les groupes djihadistes. Donc il y a cette interdépendance, et cette interdépendance, elle se manifeste par des transactions qui concernent l'avenir du nord de la Syrie. Adrien, quelles sont les prochaines étapes dans le dialogue entre la Russie et la Turquie? Alors justement, je pense que la relation russo-turque au nord de la Syrie est la principale, peut-être l'une des principales clés en tout cas du règlement du conflit syrien, puisque on a vraiment affaire aux deux principales puissances qui mènent un peu la danse en Syrie. D'un côté, la Russie comme puissance tutélaire du pouvoir syrien, et de l'autre, la Turquie comme principal défenseur, on va dire, des groupes dits rebelles dans la région. Donc comment imaginer l'avenir? Alors l'avenir à Idlib, on l'a dit, on n'échappera pas à une nouvelle offensive loyaliste menée par Damas et par le pouvoir syrien. On se dirige vers ça d'ici quelques mois probablement. Donc là on a vraiment affaire à une sorte à une pause hein, dans l'offensive loyaliste. On a vraiment affaire à une pause. Ensuite, comment imaginer la suite des relations entre Ankara et Moscou? La suite, je pense qu'elle se jouera à l'est de l'Euphrate, c'est-à-dire au nord-est du pays. Depuis quelques années, en fait, on voit bien qu'on a affaire à de véritables transactions entre la Russie et la Turquie sur l'avenir à moyen terme du nord de la Syrie. Quand Damas et Moscou avancent, la Turquie a tendance à réclamer une contrepartie. Alors, quelle sera la contrepartie? D'abord, il faut savoir que la Turquie est dans une situation de faiblesse. On l'a vu, hein, Erdogan à Moscou, on voyait bien que le rapport de force était largement favorable à la Russie. Sauf qu'il ne faut pas surestimer cette faiblesse. C'est-à-dire que même si la Turquie est faible, la Russie est consciente de sa capacité de nuisance. C'est-à-dire qu'ils savent bien, par exemple, que la complaisance des Turcs à l'égard des groupes djihadistes peut toujours relancer la guerre. Et c'est ce que la Russie veut éviter. Donc la Turquie ne doit pas être sous-estimée, et la Russie en est consciente. C'est pour ça d'ailleurs que la Russie ménage la Turquie et lui accorde souvent des choses. Parmi les prochaines choses qu'elle pourrait lui accorder, ça serait une évolution de la zone de sécurité obtenue par la Turquie il y a quelques mois. On pourrait imaginer par exemple de nouvelles conquêtes turques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au centre de cette relation russo-turque, il y a le différend turco-kurde.
Et la Russie, depuis quelques années, a joué très intelligemment le conflit entre la Turquie et les combattants kurdes, hein, le PKK présent en Syrie sous la forme des YPG. Comment? D'abord en soutenant les YPG, c'est-à-dire le PKK en Syrie, pour obliger la Turquie à arrêter de vouloir renverser le régime syrien, et ça a marché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la Russie a fait du PKK une telle menace pour la Turquie, et je dis menace entre guillemets parce que dans la menace il y a aussi des représentations, mais elle a fait des combattants kurdes une telle menace pour la Turquie que la Turquie a été obligée de revenir entre guillemets à la raison, c'est-à-dire d'arrêter de vouloir la chute de Bachar al-Assad comme le faisait Erdogan en 2011. Puis ensuite, elle joue la menace turque pour obliger les combattants kurdes à rejoindre le giron de Damas et à rejoindre le camp loyaliste. Donc en fait, pour la Russie, hein, je parle ici du point de vue de la Russie, ce qui va se passer à l'est de l'Euphrate peut être résumé ainsi. Si les Russes réussissent à négocier quelque chose avec les combattants kurdes, bon, là, ils vont évidemment tenir compte des demandes de la Turquie. Les Turcs peut-être ne seront pas très contents et tenteront de refaire pression à Idlib s'ils en ont les moyens, ce qui n'est pas garanti, mais en tout cas, le premier scénario, c'est un rapprochement, une entente, un accord avec les Kurdes pour obliger les Kurdes à rejoindre définitivement Damas et à cesser leurs relations avec les Américains. Parce que ce qui gêne aussi la Russie, c'est cette proximité qui existe encore entre les groupes kurdes et les Américains qui sont encore présents sur place. Si les Kurdes n'écoutent pas, parce que c'est une demande qui est quand même récurrente de la Russie depuis quelques années, si les Kurdes n'écoutent pas et maintiennent leurs relations avec les Américains et pensent encore pouvoir faire pression sur Damas et se maintenir, bon bah, là, la Russie pourra très bien, on va dire, laisser faire la Turquie, comme on l'a vu il y a quelques mois, laisser faire la Turquie, laisser les Turcs mener une nouvelle offensive, et là, la Russie pourra avoir l'assurance d'avoir des combattants kurdes dans le giron loyaliste définitivement. Donc pour moi, la suite de ce qui se passe à Idlib se joue en grande partie au nord-est du pays. Comment ça va se dérouler au nord-est du pays? Est-ce qu'on va obtenir rapidement un accord avec les Kurdes et avec Damas pour renforcer le camp loyaliste? Là encore, on pourrait avoir deux sous-scénarios, hein. Soit on le fait avec l'accord des Turcs et ça se passe très bien, et soit on le fait sans l'accord des Turcs et on risque d'avoir de nouveaux petits conflits, micro-conflits, qui sont en réalité pour la Turquie une manière de tracer ses lignes rouges. On est loin de la guerre entre la Russie et la Turquie, on est plutôt dans des coups de pression ponctuels pour savoir où sont les lignes rouges, où sont nos intérêts immédiats. Si ça ne marche pas, eh bien, dans les deux cas, la Russie a besoin de la Turquie. Si ça ne marche pas avec les combattants kurdes, on laissera faire les Turcs, on les laissera attaquer je ne sais quelle ville du nord-est syrien, à l'est de l'Euphrate, et là, on aura l'assurance d'avoir les combattants kurdes dans le camp loyaliste. Donc en fait, pour la Russie, la relation avec la Turquie est de toutes les manières importante. Soit on a besoin d'eux parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas faire la paix sans eux et parce qu'on sait très bien qu'ils pourraient demain remanipuler le djihadisme et maintenir le conflit, donc on a besoin d'eux. Et soit on a besoin d'eux comme outil contre les combattants kurdes, comme manière, on va dire, d'inciter les combattants kurdes à rejoindre le bon camp. Donc cette relation, pour moi, c'est vraiment la clé et elle est amenée à se poursuivre. D'après vous, Adelaine, est-ce que la présence turque sur le sol syrien est viable? Alors, c'est une question assez importante parce que l'armée turque est aujourd'hui présente au nord de la Syrie. Et pour l'instant, même si officiellement la Russie considère que toutes les présences étrangères sont illégales, la Russie s'accommode de la présence turque, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il y a une volonté de ménager le voisin turc, parce qu'on sait très bien que la Turquie est un partenaire incontournable pour gagner cette guerre. Je prends souvent l'exemple de la guerre d'Afghanistan à partir de 79-80, puisque la Turquie s'apparente aujourd'hui pour la Russie à ce qu'était le Pakistan à l'époque, c'est-à-dire une frontière infernale. Si elle n'est pas sécurisée, on ne peut pas gagner militairement. Donc là, sécuriser la frontière est important. Si ça doit passer par une présence turque,
Pourquoi pas? Ensuite, est-ce que cette présence turque peut se maintenir comme à Chypre ou comme ailleurs? Je pense que non. Je pense que de toutes les manières, l'objectif russe à moyen terme, c'est quand même de reconquérir l'ensemble du territoire syrien. Et on voit mal les Syriens laisser les Turcs sur leur sol pendant quelques années. On risque d'avoir un harcèlement. Pour l'armée turque elle-même, ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc je pense que la solution alternative pour la Turquie, ce serait d'avoir une frontière sécurisée non pas par elle-même, mais par l'armée syrienne et l'armée russe. C'est-à-dire, on va faire en sorte de leur offrir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une vaste ceinture arabe qui éloignerait les combattants kurdes. Bon, cette alternative pose deux problèmes. Le premier problème, c'est est-ce qu'on peut satisfaire les Turcs uniquement en éloignant les combattants kurdes, sachant que peut-être que la présence même de populations kurdes leur pose problème, parce qu'ils se disent que tant qu'il y a des populations kurdes, il y a du PKK en puissance. L'autre problème, c'est qu'on a dans les zones gérées par la Turquie aujourd'hui environ 4 millions d'habitants. Ces 4 millions d'habitants, pour l'instant, on les imagine mal revenir dans le camp loyaliste parce qu'ils ont des problèmes avec le pouvoir syrien, parce que le pouvoir syrien lui-même se méfie d'eux. Donc, soit on se retrouve avec une nouvelle vague de migration vers la Turquie, et là on aura un très gros problème migratoire qui concernera évidemment l'Europe, puisque la Turquie, si elle reçoit des millions de réfugiés, elle voudra ouvrir, on va dire, la vanne de l'autre côté, vers l'Europe. Soit on peut imaginer toujours avec une médiation russe, une manière de les intégrer petit à petit dans le giron loyaliste, en promettant par exemple des lois d'amnistie ou je ne sais quelle décentralisation. Donc pour l'instant, les alternatives sont là, et l'avenir de la présence turque sur le sol syrien se pose dans ces termes. Merci beaucoup Adlen. Et n'oubliez pas de vous abonner au AS Labs TV.